Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 15. Marion regarde sa montre. Il était passé 17h30 et la nuit était en train de tomber. Il faisait froid et une légère bruine rendait l'ambiance encore plus lugubre. Sur l'avenue, il y avait peu de circulation, mais les rares voitures qui passaient le faisaient à une allure déraisonnable et éclaboussaient les trottoirs. Un commerçant, appuyé contre un arbre, fixait à l'autre côté de la rue un grand bâtiment à l'allure austère, sur le fronton duquel on pouvait lire « Faculté de médecine ». Ils étaient bien minces, les éléments dont elle disposait pour retrouver la jeune fille et la mettre en garde. Un nom, un prénom, le souvenir d'un visage et une information. Elle était étudiante en 3e année de médecine. Elle n'avait pas eu de mal à se procurer les emplois du temps de la faculté et elle savait que ce jour-là, les 3e années finissaient leur cours à 17h45. Elle attendait donc là, espérant reconnaître la jeune fille et pouvoir la mettre en garde. C'était un coup de poker immense. Marion n'avait aucune certitude qu'elle serait là. Aussi avait-elle pris une décision. Si jamais elle ne parvenait pas à la trouver ce soir, et avant qu'il ne soit trop tard, elle parlerait à la police. Un peu avant 18h, un groupe d'étudiants apparut dans l'embrasure de la porte. Ils étaient une bonne trentaine, filles et garçons bruyants et enjoués. Certains remontèrent rapidement le col de leurs habits et disparurent dans la nuit ou trouvèrent refuge sur l'abri de bus le plus proche. D'autres se réunirent en petits groupes pour échanger autour d'une cigarette ou en soufflant dans leurs mains gelées. Marion traversa la rue et scruta les visages à la recherche de celui de la jeune femme. Elle ne la vit dans aucun groupe. Elle se dirigeait ensuite vers l'arrêt de bus où se trouvaient encore quelques étudiants. Lorsqu'elle arriva à proximité, les derniers d'entre eux étaient en train de monter dans un car. Marion crut reconnaître la silhouette recherchée parmi eux. Elle eut juste le temps de monter elle aussi dans le bus. Elle repéra la jeune fille au 3e rang. Elle était assise à côté d'un jeune homme brun avec qui elle devisait. Pas de doute cette fois, c'était bien elle, mais pas question de lui parler devant témoin. Elle s'installa donc 2 sièges derrière elle. Le bus traversa plusieurs quartiers de la ville et stoppa devant tous les arrêts. Mais ni le jeune homme ni la jeune femme ne descendirent. Il ne resta bientôt plus grand monde, et Marion regarda sa montre et prit une grande respiration. Au moment où elle désespérait de voir le couple se séparer, alors que le bus faisait son 10e arrêt, la jeune femme se leva enfin et après avoir fait une bise à son camarade, sortit du véhicule. Sans hésiter, Marion lui emboîta le pas. Les 2 femmes se retrouvèrent dans une petite rue mal éclairée. La commerçante ne reconnut pas le quartier où elle se trouvait, mais elle n'y attacha pas d'importance, trop occupée à ne pas perdre de vue la jeune étudiante. Marion s'assura qu'il n'y avait personne autour d'eux, ou du moins que personne ne s'intéressait à elle, et elle s'approcha enfin. Laura, demanda-t-elle pour attirer son attention.
Qui êtes-vous? Je dois vous parler. Il s'ensuivit un court instant de silence pendant lequel la jeune femme fixa la commerçante, cherchant sans doute à savoir si elle pouvait avoir confiance. Comment connaissez-vous mon nom? Vous ne vous souvenez pas de moi? Laura hésita puis finit par secouer la tête négativement. Je suis la propriétaire de l'Oriflamme Sacrée. Vous êtes venu dans mon magasin avec Eric. La jeune étudiante, reconnaissant alors la commerçante, parut d'un seul coup mal à l'aise, comme si cette présence était un problème. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Je n'ai rien à vous dire. Marion fut désarçonnée par cette réaction à laquelle elle ne s'attendait pas. Avant qu'elle n'ait le temps de reprendre l'initiative, l'étudiante avait tourné casaque et s'éloignait. Loin de se décourager, la commerçante rattrapa la jeune femme et l'arrêta en lui mettant la main sur l'épaule. C'est important ce que j'ai à vous dire. C'est au sujet d'Eric. Laura, de plus en plus paniquée, scruta de nouveau les alentours. Elle attrapa Marion par le bras et l'entraîna à l'abri d'un porche voisin. Sans laisser cette dernière l'occasion d'en dire plus, elle s'adressa à elle en chuchotant, mais sur un ton ferme. « Eric est mort, Dit-elle. et nous sommes tous menacés. Je dois faire attention. Si on me voit avec vous, je risque ma vie. » Marion fut décontenancée. Elle ne pensait pas que la jeune femme était déjà au courant. Elle aurait voulu trouver les mots, s'excuser, mais Laura ne lui en laissa pas l'occasion. « Laissez-moi maintenant. » De nouveau, la jeune étudiante voulut partir, mais de nouveau, Marion l'en empêcha avant même qu'elle ne soit sortie du porche. Elle avait senti l'inquiétude de Laura, et elle voulut trouver un moyen de l'aider. Ne partez pas. Lui dit-elle. Je sais comment vous venir en aide. Le lieu de rendez-vous n'était pas le même, mais il y ressemblait étrangement. Même chemin, désert au milieu d'une forêt, même heure après la nuit tombée, et même attente dans la voiture, moteur éteint, mais fort allumé. L'homme au visage peint en noir apparut entre deux arbres, comme s'il venait de sortir de l'un d'eux. Il marcha tranquillement dans le rayon des phares en direction de la voiture. Le conducteur poussa un soupir, puis prit une grande inspiration avant d'ouvrir la portière. Dès qu'il le vit, l'homme au visage peint fit un rictus agacé. Il n'eut pas le temps de dire le moindre mot, et le conducteur parla en premier. Ce n'est pas à vous que j'ai Certes. demandé à parler. Mais ce n'est pas vous qui décidez avec qui vous avez le droit de parler. Pourquoi refuse-t-il de me On n'a voir? pas de temps à perdre. Voulez-vous nous donner la carte ou non? L'homme fouilla dans la poche intérieure de son veston. Il en sortit une sorte de carte à jouer qu'il regarda comme un pirate regarde un coffre au trésor vide. « Je n'ai pas toute la nuit !» insista l'homme au visage peint. Le conducteur fixa son interlocuteur sans prononcer le moindre mot, puis, après une ultime hésitation, il rangea la carte dans sa poche. « C'est donc votre décision !» insista celui qui était sorti de la forêt. Sans doute par manque de courage, l'autre ne répondit que d'un geste de la tête. « Très bien. Nous commencerons ce soir alors. » Qui me protégera de la police? Ce n'est pas notre affaire, cela. Le conducteur ne rajouta rien et regagna sa voiture. Il ouvrit la portière, mais avant de monter à l'intérieur, se risqua à une ultime question. Pourquoi avez-vous amené la fille ménestrelle chez moi? C'était certain que vous alliez attirer la police. Vous aviez du mal à vous décider, Roger. Nous voulions vous montrer et vous pousser à faire un choix. Vous m'avez pris au piège. Non, c'est vous qui avez accepté notre proposition. Et aujourd'hui, c'est vous qui n'avez pas le courage de rendre la carte. Je n'y croyais pas vraiment. L'homme au visage peint coupa net la conversation en faisant un petit signe de la main pour dire au revoir et repartit dans la forêt. Roger Roy reprit le volant de sa voiture. Le sort en était jeté. Marion sortit un impressionnant trousseau de clés et chercha la bonne un instant. Elle la glissa dans la serrure et ouvrit la boutique. La rue semblait déserte, mais la commerçante s'en assura en scrutant les alentours avec attention. Elle siffla, et Laura sortit d'un coin d'ombre et se précipita dans le magasin. Une fois les deux femmes à l'intérieur, Marion referma la porte à clé. Voilà, nous sommes en sécurité. J'aimerais en être aussi certaine que vous. Répondit Laura. Vous avez fait le bon choix, je vous assure. La jeune femme eut un sourire qui souligna son doute, mais de toute façon il était trop tard pour changer d'avis. Elle avait choisi de faire confiance à Marion, sans doute car elle se sentait isolée et ne voyait pas d'autre échappatoire. Mais au fond d'elle-même, elle n'était pas certaine que cela marcherait et avait de plus en plus peur de finir comme Eric. Marion regarda sa montre. Ils ne vont pas tarder. Une fois qu'ils vous auront pris en charge, vous ne serez plus en danger. Pour qu'ils m'aident, je vais devoir leur parler. Et c'est là que je vais vraiment me mettre en danger.
Marion se força à sourire pour apporter un peu de réconfort à Laura, mais une question la torturait et elle finit par se résoudre à la poser. Si la jeune étudiante doutait autant que la police puisse l'aider, pourquoi avoir accepté de lui parler? Oubliant son sentiment d'isolement et son manque de perspective pour se sortir de cette situation, Laura se cherchait une raison plus noble. Je veux qu'Eric soit vengé. Marion, qui se sentait un peu coupable de la mort du jeune homme, baissa la tête et se contenta de la réponse de l'étudiante. Il s'ensuivit un moment de gêne qui fut interrompu par la vibration d'un téléphone portable. Les deux femmes eurent le même réflexe et portèrent leurs mains à leur poche, mais c'était bien le portable de Laura qui sonnait. C'était un numéro inconnu qui l'appelait, et elle ne décrocha pas. 2 minutes plus tard, le portable vibra de nouveau. Une fois de plus, elle décida de ne pas répondre. Au 3e appel, Marion lui adressa un sourire. Vous devriez peut-être répondre. Cela semble important. Après un petit geste de gêne, Laura décrocha. « Vous êtes certaine de vouloir faire ça ?» demanda une voix féminine à l'autre bout du fil. « Qui êtes-vous » ?»« Ne me faites pas croire que vous ne vous en doutez pas. » Laura n'eut pas le temps de poser d'autres questions. Son étrange interlocutrice raccrocha. L'attitude de la jeune étudiante changea du tout au tout après cet étrange coup de fil. Et bien que Marion n'ait pas entendu la teneur de la conversation, elle comprit immédiatement qu'elle devait s'inquiéter de la suite des événements. Elle demanda à Laura si tout allait bien, mais la jeune femme n'écoutait plus les propos de son interlocutrice. La commerçante réitéra sa question. Oui, tout va bien, merci. » La réponse n'était pas convaincante, et le comportement de Laura dans les instants qui suivirent prouva à lui seul qu'elle avait menti. Non, tout n'allait pas bien. L'étudiante s'excusa. Finalement, dit-elle. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée que je parle à la police. Mais moi, c'est votre seule chance de... La jeune femme ne laissa pas Marion terminer sa phrase. Elle s'excusa de nouveau à plusieurs reprises, attrapa ses affaires et se dirigea vers la porte. Ne faites pas cela. Insista la commerçante en tentant de la retenir par le bras. En vain. Le téléphone de Laura sonna de nouveau et annonça l'arrivée d'un message cette fois-ci. Elle le lut et soupira. D'accord. Je vais attendre la police. Aurore avait froid ce soir-là. Malgré le feu dans la cheminée, malgré le gros pull dont elle remontait le col jusque sous son nez, elle avait froid. Roger l'avait appelé un peu plus tôt dans l'après-midi pour lui dire qu'il ne rentrerait que très tard. Un imprévu au boulot, un de plus. 2 jours déjà qu'elle était ici dans leur maison secondaire et il n'avait vu personne. Le 14 février qui approchait serait cette année encore sans doute un peu triste. Le froid n'était pas seulement dans son corps, il était aussi dans son âme. Tant pis, elle avait la force de l'habitude et elle était aussi résignée comme pouvait l'être. Son époux n'avait pas que des inconvénients. Elle se rendit compte qu'elle lisait les pages de son livre sans comprendre le sens, complètement perdue dans ses pensées. Elle referma l'ouvrage. La nuit était tombée et la pièce avait été par endroits conquise par l'obscurité. Le feu et une petite lampe posée sur le canapé juste à côté d'elle lui avaient permis d'échapper à cette invasion bien naturelle. Elle se redressa, se frotta les bras. Elle contempla un instant la baie vitrée, mais elle ne vit rien d'autre que les ombres lointaines de quelques arbres. Elle s'approcha de cette dernière et actionna l'interrupteur qui se trouvait juste à côté. Les lumières extérieures s'allumèrent et révélèrent un bout de nature désert. Elle commençait à oublier l'étrange visite qu'elle avait eue quelque temps plus tôt, ce personnage au visage peint. Parfois, cependant, la peur revenait un peu, et là, une seule solution, un remontant. Elle alla se servir un whisky qu'elle prit dans la réserve de son mari, et vint se rasseoir dans le canapé pour le savourer. La boisson forte et un peu amère lui caressa les entrailles sans ménagement. Elle avait encore du mal avec les alcools forts, mais elle appréciait le coup de boost que cela lui donnait. Le malaise qui l'avait saisi quelques instants plus tôt s'estompa. Elle reprit son livre. Mais alors qu'elle avait commencé un nouveau chapitre, quelque chose frappa contre la baie vitrée. Le temps qu'elle se redresse, qu'elle tourne la tête, il n'y avait plus rien à voir. Mais l'angoisse, elle, revint immédiatement.
Elle hésita sur la démarche à tenir et resta un instant immobile, ne décrochant pas ses yeux de la fenêtre. En tremblant, elle finit par se lever et s'approcha de nouveau de l'interrupteur. Sa main se posa doucement dessus. Une ultime hésitation. Elle appuya. La lumière éclaira les alentours. Il était là. Debout entre la fenêtre et la forêt, le visage peint en noir, immobile, il fixait la maison de ses yeux cerclés de blanc. Aurore hurla et recula sans faire attention. Elle buta dans un petit repose-pied et perdit l'équilibre. Sa tête heurta le sol avec violence et elle perdit connaissance. C'est un souffle dans son cou qui la ramena à la vie. Elle ouvrit les yeux péniblement et la première chose qu'elle ressentit fut une douleur dans la nuque. Puis elle vit le visage de l'homme penché sur elle, tout proche. Elle entendait sa respiration, elle lisait la folie dans ses yeux. Bientôt, elle sentit ses mains autour de son cou et une pression qui devenait lentement de plus en plus forte. Elle essayait de respirer, mais l'étranglement l'en empêchait. L'homme agissait sans brutalité, sans violence dans le geste, et avec une lenteur et une détermination tout simplement glaçantes. Elle eut bientôt la sensation que son esprit, petit à petit, s'envolait vers autre part. Des images troubles, des bruits sourds, plus rien n'avait de réalité, et elle comprit alors que la mort approchait. Mais elle ne voulait pas mourir. Il était hors de question de mourir. Sans réfléchir, elle donna un violent coup de genou. Par chance, ce dernier vint frapper là où aucun homme n'est insensible. L'homme cria et, sous l'effet de la surprise, lâcha prise. L'instinct de survie d'Aurore prit alors le commandement, et bien qu'elle fût terriblement faible, bien qu'une seconde auparavant elle avait encore l'esprit embrumé, elle se leva d'un bond. Tout d'abord, son équilibre fut précaire, et elle s'appuya contre le mur. En entendant les gémissements de son agresseur, elle se retourna. Il était encore au sol, mais s'était déjà assis, et il ne tarderait pas à retrouver toutes ses capacités. Elle pouvait craindre le pire dès lors, car à sa détermination initiale allait s'ajouter sa colère d'avoir été ainsi humiliée. Elle devait gagner encore un peu de temps. Elle attrapa la lampe qui trônait à côté du canapé et d'un geste circulaire et rapide lui en donna un violent coup à la tête. L'homme hurla de nouveau. Aurore lâcha son arme de circonstance et se précipita à l'étage pour s'enfermer dans la chambre. Son agresseur avait rapidement repris ses esprits et il l'avait pourchassée sans parvenir à la rattraper avant que la porte ne soit bouclée à double tour. Il y eut un court moment de flottement, puis le visiteur commença à frapper contre la porte. D'abord lentement, d'abord doucement, puis de plus en plus vite, de plus en plus fort. Il ne disait rien, ne demandait rien et se contentait de frapper régulièrement, laissant naître chez Aurore une terreur qui ne faisait que s'accentuer. À bout de nerfs, elle se laissa aller et elle hurla. « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille !» Les coups s'arrêtèrent, mais le silence qui prit la place fut encore plus inquiétant. Que faisait-il de l'autre côté de la porte? Cherchait-il un moyen d'entrer? Attendait-il qu'elle sorte? Ou avait-il renoncé et quitté les lieux? La jeune femme resta un moment sans réaction, se contentant d'écouter à la recherche du moindre indice. Elle n'entendait rien. Sur sa table de nuit près de son lit, elle avisa son smartphone. Elle l'attrapa et sortit la carte que lui avait laissée le lieutenant Sokad. En essayant de faire le moins de bruit possible, elle composa le numéro. Il y eut 2 sonneries et une Solange répondit. « Au secours, je vous en supplie, au secours !» Souffla Aurore à mi-voix pour ne pas se faire entendre. À ce moment précis, il y eut un nouveau coup violent contre la porte. À suivre.